Chers étudiants, mesdames, messieurs, bonjour. Dans le chapitre 3, nous allons analyser la source universelle des droits de l'homme, à savoir la Charte internationale des droits de l'homme. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays se sont accordés pour la première fois afin de mettre en place des conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme. La Déclaration universelle de 1948 et les deux pactes internationaux de 1966 constituent la source universelle principale des droits de l'homme. Il existe aussi une source universelle secondaire, à savoir les conventions internationales spécialisées qui sont des traités contraignants ciblant les droits des groupes spécifiques tels que les femmes, les enfants, ou interdisant des pratiques comme la torture, la discrimination raciale. Ces conventions disposent des mécanismes conventionnels de contrôle réalisés par des comités d'experts des Nations Unies pour assurer le contrôle de l'exécution et la mise en œuvre des conventions internationales par les États signataires. Parmi les conventions internationales spécifiques, on peut citer à titre d'exemple la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 qui reconnaît l'enfant comme un sujet de droit. Il repose sur trois principes: la non-discrimination, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant en cas de divorce, adoption ou tutelle, et la protection des droits économiques et sociaux de l'enfant tels que la santé, l'éducation, l'interdiction du travail et de l'exploitation. Il y a aussi la seconde convention qui concerne l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la CEDAW, qui oblige les États à agir sur le plan législatif et judiciaire contre toute forme de discrimination à l'encontre de la femme, dans la vie publique et privée, comme l'espace public, le lieu de travail, etc. Parmi les conventions internationales spécifiques, il y a la Convention contre la torture de 1984, qui définit la torture comme tout acte infligé par un fonctionnaire public à l'égard d'une victime afin d'obtenir des informations ou des aveux, ou la punir pour un acte qu'elle a commis, l'intimider ou faire pression sur elle, et tout motif fondé sur une forme de discrimination. Et enfin, il y a la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale de 1965 qui vise à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et promouvoir l'égalité entre toutes les personnes. Dans la section 1, nous allons soulever la question du contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a un caractère moral, est un texte fondateur proclamant les droits et les libertés de chacun individu. Cette Déclaration des droits de l'homme est considérée comme un idéal commun de l'humanité, bien que non contraignant juridiquement. Cela dit, la Déclaration universelle des droits de l'homme se compose de 30 articles répartis en deux parties. La première concerne les droits fondamentaux, universels reconnus pour tous les êtres humains, sans aucune discrimination. Cette première partie de la Déclaration proclame les droits fondamentaux pour tous, basés sur l'égalité en dignité. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, sans aucune distinction de race, de sexe ou de religion. Les articles 1er et 2. Le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté, l'article 3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude, l'article 4. Et l'interdiction de la torture et les traitements inhumains, l'article 5. La seconde partie de la dite déclaration est relative aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.
Dans ce sens, le texte couvre les droits civils et politiques, la liberté d'expression, d'association, de manifestation, etc., ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels, tels que le droit au travail, à l'éducation, à la santé, à la sécurité sociale, etc. Dans la seconde section, je vais examiner le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Contrairement à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est un texte de valeur morale, les deux pactes de 1966 rendent les droits de l'homme et les libertés publiques juridiquement contraignants pour les États parties. Aussi, le pacte international relatif aux droits civils et politiques est complété par deux protocoles facultatifs, dont l'un interdit la peine de mort. La réalisation du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 repose sur une obligation juridique immédiate et impérative pour les États parties, contrairement à la réalisation progressive du pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Ce pacte relatif aux droits civils et politiques impose aux États des obligations de conformité et d'exécution immédiate, qui ne sont pas subordonnées aux ressources disponibles. D'ailleurs, l'article 2 du pacte des droits civils et politiques stipule que les États parties au présent pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leurs compétences les droits reconnus dans le présent pacte sans distinction aucune. Aussi, le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 garantit le droit à la vie qui est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. L'article 6, paragraphe 1. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines, aux traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 7. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Article 10, paragraphe 1. La liberté de circulation. Article 12. La liberté de pensée, de conscience et de religion. Article 18. La liberté d'expression. L'article 19. Le droit de réunion pacifique et d'association. L'article 21 et 22. Droit de participer à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu. Article 25. L'égalité devant la loi et non-discrimination. Article 26. Ainsi que les droits des minorités dans l'article 27. Maintenant, je vais passer à la section 3 qui concerne le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels protège les droits de la deuxième génération, tels que le droit au travail, à des conditions de travail justes, à un logement convenable, à la santé et à l'éducation, qui doivent être réalisés d'une façon progressive selon les ressources disponibles. Le dit pacte reconnaît que la pleine réalisation de ces droits peut nécessiter du temps et dépend des ressources disponibles, obligeant les États à agir au maximum de leurs ressources. Cependant, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 protège des droits fondamentaux via des articles clés. L'article 1er concerne l'autodétermination, l'article 2, la réalisation progressive et non-discrimination, et les articles 6 à 15 garantissant le travail, dans les articles 6 et 8, la sécurité sociale, l'article 9, le niveau de vie, l'article 11, la santé, l'article 12, et l'éducation, les articles 13 et 14. Chers étudiants, mesdames, messieurs, cette vidéo touche à sa fin.
Je vous remercie pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous au prochain cours.